Bonjour à tout le monde. Cette vidéo concerne l'exercice 1 de la série 3 du module physique, destiné aux étudiants du première année, tronc commun biologie. Dans cette série d'exercices, vous allez apprendre la mise en pratique des chiffres significatifs dans l'expression des valeurs calculées des grandeurs physiques. Bon, on va maintenant traiter le premier exercice de la série 3. Et avant de commencer, vous devez d'abord corriger la valeur de h qui est égale à 75 cm au lieu de 197. Il faut savoir une chose que toutes les mesures que vous pouvez faire au laboratoire sont entachées d'erreurs. Et à l'issue de cet exercice, vous allez voir que lorsqu'on mesure une grandeur physique, il existe une incertitude absolue de mesure, de telle sorte que la valeur vraie se situe dans un intervalle de confiance. Comme vous allez voir comment vous notez le résultat de la mesure. Imaginez-vous que c'est vous l'expérimentateur et vous êtes en train d'estimer l'incertitude en tenant compte en général de plusieurs mesures successives et en incorporant les sources d'erreur. Et par la suite, vous allez voir comment vous utilisez les calculs différentiels et justifiés par le fait que l'incertitude relative est faible. Donc, dans cet exercice, il nous a demandé d'étudier ou bien de déduire expérimentalement la loi de la chute libre. Nous mesurons les durées T prises par une bille métallique pour traverser une hauteur H. La première question, il s'agit de savoir les causes de cette différence sur les valeurs obtenues. Comment savoir si un objet est en chute libre? Un objet est en mouvement de chute libre s'il n'est soumis qu'à l'action de la force de pesanteur. Par exemple, une pomme qui tombe d'un arbre suit un mouvement de chute libre, car il est possible de négliger les forces de frottement de l'air au cours de son mouvement. Comme vous voyez, les valeurs données ne sont pas identiques. Pourquoi? Parce que les mesures sont liées aux différents types d'erreurs de mesure. On a en fait deux types d'erreurs de mesure. On a les erreurs systématiques qui sont bien définies, où on peut les éliminer, comme on a les erreurs aléatoires qui sont mal définies et on ne peut pas les éliminer, mais on doit savoir les évaluer. On donne maintenant un exemple d'erreur systématique. D'ailleurs, l'erreur systématique est la partie de l'erreur expérimentale qui quantifie l'écart entre la valeur vraie du mesurant et la valeur moyenne des mesurables. Elle peut être due à une mauvaise connaissance du processus de mesure. Par exemple, l'effet physique non pris en compte, une mauvaise connaissance des appareils, et ainsi de suite. Pour éviter ce genre d'erreur ou y remédier, il faut bien vérifier l'étalonnage des appareils, comme faire une deuxième mesure pour voir si on trouve la même chose, afin d'éviter les erreurs d'étourderie. Un exemple d'erreur aléatoire est la mesure du temps avec un chronomètre. Dans ce cas-là, l'erreur vient du temps de réaction de l'expérimentateur au démarrage et à l'arrêt du chronomètre. Donc, comme ce temps de réaction n'est pas toujours le même, la valeur mesurée peut être surévaluée ou sous-évaluée. Alors, pour traiter ce genre d'erreur, il faut faire de nombreuses mesures et prendre la moyenne. Et comme vous voyez que cet exemple ressemble à notre exercice, à notre problème, et automatiquement cette technique d'erreur va être une réponse au problème donné. Pour ce faire, il existe une méthode statistique pour calculer la valeur moyenne
de cette mesure, ou bien de cette série de mesures, il suffit d'additionner toutes les valeurs de la série de mesures et de diviser par l'effectif total de la série. Écrit différemment en langage mathématique, cette valeur moyenne soit égale à la somme de toutes les valeurs allant de la première valeur jusqu'à la dernière valeur divisée par le nombre des essais. Dans notre exemple, la valeur moyenne de la série de mesures vaut 389 millisecondes. Par convention d'écriture, le résultat d'une mesure n'est jamais une valeur. Il est toujours donné par cette formule, tel que le temps doit être écrit de cette manière, égal à la valeur moyenne, plus ou moins une incertitude, ce qu'on appelle l'incertitude absolue. Pour le calcul obtenu, on se limitera toujours à un chiffre significatif pour l'incertitude. Si la valeur obtenue ne contient pas un seul chiffre significatif, on doit majorer cette incertitude avec un seul chiffre significatif, comme vous avez vu dans les séries précédentes. La deuxième règle, c'est que l'incertitude doit être sur le dernier chiffre de la valeur mesurée. Donc, il faut certainement arrondir la valeur mesurée. Maintenant, on passe au calcul de l'incertitude absolue. L'incertitude absolue doit être calculée pour chaque mesure obtenue. Pourquoi? Parce que toute mesure est entachée d'erreurs. Et on doit calculer par rapport à la valeur moyenne. Et après, on va faire la somme. Parce que ce qui nous intéresse pour chaque mesure, c'est la valeur numérique. C'est la valeur quantitative de cette mesure. Et dans notre cas, dans notre exemple, la valeur moyenne qu'on a trouvée est égale à 2 millisecondes. Donc, il est obtenu par faire la somme de toutes les incertitudes absolues divisées par le nombre de mesures. Maintenant, autant que la convention d'écriture est respectée, nous pouvons constater que la vraie valeur du temps de la chute est comprise entre deux bornes d'intégrale, deux bornes d'intervalle. Il y a la borne inférieure qui est égale à 387 et la borne supérieure qui est égale à 391. Et un intervalle de ce qu'on appelle l'intervalle de confiance est une notion qui mesure le degré de précision que l'on a sur les estimations issues de l'échantillon. Cet intervalle contient toutes les valeurs comprises entre ces deux bornes. On passe maintenant au calcul des incertitudes absolues et relatives sur G, sachant que la loi de la chute libre est donnée par cette formule dans H égale 1 demi G fois T au carré. On fait sortir le G, l'accélération égale à 2H sur T au carré. Et comme vous avez une loi sous forme de puissance et de produit, il est préférable d'appliquer la méthode différentielle logarithmique en utilisant la formule représentée par ce tableau. Comment calculer cette incertitude relative avec cette méthode? Eh bien, la première étape, c'est de prendre le logarithme népérien. Alors, pourquoi le logarithme népérien? Parce que le logarithme népérien va transformer les produits ensemble, les quotients en différence, et il va faire sortir les puissances également. Ensuite, on va ce qu'on appelle différencier. Différencier, c'est presque dériver. Donc, on va dériver notre variable g. Donc, logarithme de g, la dérivée de logarithme de g égale à la dérivée de logarithme de 2 plus logarithme de h moins 2 fois logarithme de t. Si vous posez la fonction f de x égale à logarithme x, eh bien la différentielle de f, c'est f' de x dx. Et la dérivée de log, c'est 1 sur x. Ça nous donne dx sur x. Et tant que notre variable c'est g, donc c'est la dérivée de la différentielle de g par rapport à g, égale, si vous dérivez une constante, ça fait 0.
plus la dérivée de h, le différentiel de h par rapport à h, moins 2 fois la différentielle de t par rapport à t. Nous appliquons maintenant la notion de l'incertitude absolue. Pourquoi la notion de l'incertitude absolue? C'est pour prendre tous les termes en valeur absolue. On obtient alors l'incertitude relative de G égale l'incertitude relative de H plus 2 fois l'incertitude relative de T. D'après le résultat qu'on a trouvé précédemment, vous pouvez constater que les incertitudes relatives sont reliées entre elles. Donc, on passe maintenant au calcul de G. D'après la formule, la valeur de G est égale à 9,9 mètres par seconde carré. Elle est proche à la valeur théorique qui est égale à 9,81 mètres par seconde carré avec quelques incertitudes. On doit mettre cette valeur dans la formule qui nous donne l'incertitude absolue. On obtient une incertitude égale à 0,2 mètres par seconde carré. Et toujours en physique, il faut toujours représenter le résultat sous cette forme-là. Pour le calcul de l'incertitude relative, vous devez diviser l'incertitude absolue par la valeur de G que vous avez trouvée. Vous allez trouver une valeur sans unité est égale à 0,02 parce que vous êtes en train de diviser les mêmes unités, donc c'est tout à fait normal. On peut exprimer cette valeur en pourcentage, ce que nous donne une précision de 2%. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez bien vous remarquer qu'une mesure est d'autant plus précise que l'incertitude relative est plus faible. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.